Bonjour, bienvenue tout le monde dans votre émission Rencontre Tequila. Je suis Mamoun. Aujourd'hui, je suis avec Gabriel Anne qui va nous parler de sa passion pour l'automobile. Comment ça va, Ça va Gabriel? bien, toi? Ça va, merci. La première question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est d'où as-tu commencé à aimer l'automobile? J'ai commencé vraiment jeune. Disons que j'ai eu une petite addiction envers les autos parce que je connaissais les Hot Wheels. Ça a commencé, je commençais à connaître les marques par cœur. Puis j'aimais ça, gosser avec comme en dessous des autos chez mes grands-parents. Je sais pas pourquoi, mais ça a donné que ça c'est devenu une passion au courant des années. Ça a vraiment commencé vers vraiment mon enfance, je dirais. Ok. Ensuite, j'aimerais savoir, ta passion de l'automobile s'est développée comment? Ma passion, de l'automobile, c'est de développer avec la photographie. Ça fait à peu près 5 ans que je photographie, mais vraiment, aujourd'hui, je photographie vraiment les autos en particulier. Dans le fond, les voitures de mes amis. Des fois, j'ai des personnes sur les réseaux sociaux qui viennent me chercher en disant veux-tu prendre des photos? Et j'accepte avec grand plaisir. Pour moi, c'est deux passions qui se sont mélangées en une à cause de l'automobile. Ok. Et est-ce que tu prends seulement des photos de voitures pour le plaisir ou... Au début, c'était pour le plaisir. Ouais. Je faisais vraiment ça gratuitement avec Photoshop, After Effects, peu importe. Après ça, il y a du monde qui sont venus m'écrire, comme je disais, sur les réseaux sociaux pour vraiment me payer pour que je prenne des photos. C'est sûr que je photographie un peu de tout, mais je suis vraiment à un tel point que c'est vraiment les voitures, dans le fond, que je veux photographier. Ok. Mais sinon, la photographie en général, j'adore ça. Et est-ce que tu comptes en faire un emploi avec cette passion? Non. Si je veux plus une passion, c'est sûr que si, admettons, dans la vie du futur, ça l'amène, c'est sûr que j'aimerais ça faire ça temps plein, mais je vais me concentrer premièrement sur mes études. Ok. Et aujourd'hui, tu dirais que tu prends toujours à cœur le métier d'automobile, le Oui, monde en général? oui. Tout ce qui est mécanique, c'est sûr que ça m'ouvre un œil. Puis c'est sûr qu'avant, le monde me disait ben, pourquoi t'es pas mécanicienne? Mais je disais c'est pas la même chose, une passion ou un emploi. Fait que je garde ça un peu plus distant, mais j'adore l'automobile. Fait que c'est sûr que j'ai un grand cœur envers toutes ces choses-là. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre? Euh, Sinon, l'automobile, comment je pourrais dire, comment je pourrais dire, c'est quelque chose de nouveau pour moi en tant que tel parce que là, c'est de la photographie qui embarque. C'est sûr que je m'aventure un peu plus pour savoir les moteurs, le style, la marque aussi, toutes les nouveautés qui s'en viennent aussi. À part de tout ça, tout ce qui est vraiment photographie aussi. Fait que, comme je disais, c'est vraiment un mix des deux. Ok. Et par rapport à ça, comment est-ce que tu as commencé l'automobile? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il y a des détails que tu voudrais rajouter? C'est sûr que, comment je pourrais dire, l'automobile, durant les années, c'est sûr que ça a changé. Fait qu'il faut que je m'adapte aussi à comme la photographie en plus, surtout que là, avec les nouvelles modes qui s'en viennent, les nouvelles caméras, c'est sûr qu'il faut que je m'adapte dans toutes les sphères. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont acheté des nouvelles voitures, fait que je commence encore aujourd'hui à reprendre des photos. C'est un peu plus difficile pour moi Ok, avec malheureusement, c'est tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui pour notre émission Tequila. Merci de nous avoir partagé ça. Restez avec nous pour l'émission prochaine. On aura Malika qui nous dira sa vision d'une bonne fin de semaine. Merci de nous avoir suivis et bonne journée tout le monde.
Donc, bonjour à tous et bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Malika Bédard qui va nous expliquer une fin de semaine parfaite. Bonjour Malika. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Donc, je vais débuter avec la première question. Peux-tu me définir pour toi, c'est quoi une fin de semaine parfaite? Ben oui. En fait, ma vision d'une fin de semaine parfaite, c'est simple, c'est retourner dans le bas parce qu'il faut savoir que moi, je viens d'une petite ville dans le nord du Québec. Donc, je suis pas habituée de fréquenter les grandes villes plus de, disons, une semaine d'affilée pour des vacances. Donc, ça serait vraiment de retourner dans le bas, par exemple, au chalet familial que mon père et quelques amis ont construit quand il y avait environ 20 ans. OK. Est-ce qu'ils l'ont vraiment bâti eux-mêmes? Oui, ben en fait, c'est un projet de petit camp de chasse que 4 amis du cégep ont eu. Mais au fil des années, ils l'ont amélioré, rénové, agrandi, de sorte que maintenant, c'est un chalet de 2 étages qui peut accueillir 4 familles. Si je peux demander où c'est que ça se trouve, cet endroit-là? C'est-tu dans un fond de bois? C'est-tu en ville? C'est-tu en campagne? C'est vraiment loin dans le bas. C'est un trou perdu. Là. Comment qu'il faut que tu te rendes là? Bien, c'est à 1 heure de la ville la plus proche. Donc, il faut faire de l'auto, c'est sûr, dans des petites trails. Ensuite, il faut y aller en 4 roues et faire du bateau. Il n'y a pas de façon d'y aller autrement. Donc, imaginez transporter les matériaux dans ces conditions-là. C'est impressionnant. Là. Ils ont travaillé fort. C'est quoi qu'on peut faire là-bas comme activité? C'est quoi qui se passe en général quand tu vas au chalet? Bien, c'est sûr que le fait que ça soit loin dans le bois, ça nous permet de faire vraiment plein d'activités qu'on peut moins facilement faire en ville. Donc, ma préférée, c'est vraiment pêcher. Okay. Parce que c'est relaxant. Puis là-bas, c'est un bon spot. C'est rare qu'on revienne les mains vides. On peut aussi, l'automne, faire la chasse à perdrix, à l'orignal. L'été, on peut se baigner dans la rivière, faire du bateau. Le soir, c'est toujours le fun de veiller autour du feu en mangeant des guimauves et en écoutant des chansons. L'hiver, on profite du fait que la rivière est gelée pour faire plein d'activités sur celle-ci. Donc, on peut faire du skidoo, on fait de la pêche à glace. Des fois, on improvise des batailles de boules de neige, des concours de glissade, n'importe quoi. Puis, quand la température ne le permet pas trop qu'on sorte, ben on lit en dedans, on joue à des jeux de société et on relaxe vraiment. C'est sûr que quand on va au chalet, on ne peut pas ne pas jouer une game de dard dans une veillée. C'est impossible. C'est un incontournable. Fait que c'est vraiment ça que j'aime de cet endroit-là, c'est qu'il y a plein d'activités que tu peux faire. Puis on peut juste lâcher notre fou. J'ai remarqué que tu employais beaucoup le mot « on » dans ta dernière réponse. Ça fait référence à quoi au juste? Bien, comme je l'ai dit tantôt, le chalet est vraiment loin dans le bois, donc c'est pas sécuritaire d'y aller tout seul. Fait qu'en général, j'y vais avec ma famille proche, mais des fois, on invite mes cousins, mes grands-parents, ou des fois, on y va avec les autres familles, des gars qui ont construit le chalet. Puis, c'est ça que j'aime avec cet endroit, c'est que c'est un endroit comme familial, rassembleur. OK. C'est quoi les bénéfices d'un endroit en plein air? Bien, selon moi, ça permet d'évacuer toute la pression qui pèse constamment sur nous, comme en ville. T'sais, on peut vraiment relaxer, être nous-mêmes, loin de la pression sociale. Donc, c'est juste paisible, disons-le. Ouais. Fait que, selon toi, c'est quoi le meilleur temps pour y aller? L'automne, l'hiver? Ben, donc, malheureusement, je vais te couper. C'est fini pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés à la maison. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Tequila. Avec un petit mouvement.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Tequila, où aujourd'hui, je suis accompagnée de Malika Bédard qui va nous parler de sa fin de semaine parfaite. Allô, Malika? Salut Gabrielle. Ça va bien? Ben oui, toi? Parfait. Je vais commencer avec la question 1. Peux-tu me définir c'est quoi ta fin de semaine parfaite? Bien sûr. Mais tout d'abord, il faut savoir que je viens d'une petite ville dans le nord du Québec. Donc, je suis pas habituée de fréquenter les grandes villes plus d'une semaine d'affilée pour des vacances, par exemple. Donc, c'est sûr que pour moi, ma fin de semaine parfaite, ce serait de retourner dans la nature. Par exemple, passer une fin de semaine au chalet familial que mon père et quelques amis ont construit quand il y avait environ 20 ans. Est-ce que c'est eux qui l'ont vraiment bâti eux-mêmes? Oui. En fait, c'était un projet de petit camp de chasse que comme 4 amis du cégep ont eu, mais au fil des années, ils l'ont agrandi, rénové, amélioré, de sorte que maintenant, c'est un chalet de 2 étages qui peut accueillir 4 familles. Où c'est qu'elle se trouve cet endroit-là pour construire un tel chalet? J'imagine que c'est facile d'accès. Non, en fait, c'est ce qui est impressionnant. Pour y aller, il faut obligatoirement faire de l'auto, du 4 roues et du bateau. Puis c'est à 1 heure dans le bois de la ville la plus proche. Donc, imaginez transporter les matériaux dans ces conditions-là. Disons qu'ils ont travaillé fort, puis c'est pourquoi ils sont vraiment fiers du résultat. C'est très impressionnant, mais qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là vu que c'est aussi loin? Bien, le fait que ce soit loin, ça nous permet de faire des activités qu'on peut plus difficilement faire en ville. Par exemple, mon activité préférée, je dirais que c'est pêcher, parce que je trouve ça relaxant. Puis c'est un endroit où on revient souvent avec du poisson. Puis l'automne, on peut faire de la chasse à la perdrix, à l'orignal. Ça dépend des saisons. L'été, on peut se baigner dans la rivière, faire du bateau, encore de la pêche. Le soir, quand il fait pas trop froid, on peut veiller autour du feu en écoutant des bonnes tunes québécoises, puis en mangeant des guimauves. Puis l'hiver, on profite du fait que la rivière est gelée pour faire de la pêche à glace, du skidoo. Des fois, on sort dehors puis on improvise des batailles de boules de neige, des concours de glissade. Quand la température ne le permet pas, bien là, on relaxe en dedans. On lit, on joue à des jeux de société. On ne peut pas aller au camp sans avoir une game de dehors, par contre. Ça prend une soirée avec une game de dehors. J'ai remarqué que tu as beaucoup employé le mot « on ». Ça fait référence à qui, au juste? Bien, comme j'ai dit, c'est loin, dans le bas. Fait y aller tout seul, ça ne serait pas sécuritaire. S'il arrive quelque chose, t'es mal pris. Donc, en général, j'y vais avec ma famille proche, mais des fois, on invite mes cousins, mes grands-parents. Ou des fois, on y va simplement avec les familles des autres gars qui ont construit le chalet. C'est ça que j'aime, c'est un endroit familial, rassembleur. OK. C'est quoi les bénéfices d'un endroit en plein air comme ton chalet? Bien, je pense que pour n'importe qui, être en ville, ça peut être un peu une pression, la pression sociale. Fait que le fait d'être dans le bois, tu peux vraiment relaxer, respirer, faire ce que tu veux, être toi-même. Fait que je pense que c'est libérateur. Dans le fond, c'est comme, est-ce que tu aimes plus aller au chalet l'automne, l'hiver? C'est quoi les activités que tu fais, admettons, l'automne? Bien, l'automne, comme j'ai dit, on fait de la chasse plus. C'est sûr que l'automne fait plus froid. Fait que j'aime mieux y aller l'été ou l'hiver, mais c'est vraiment comme 2 mondes différents. L'été, il fait chaud, puis on peut pas tant aller sur la rivière, fait que le terrain est plus restreint, parce qu'on peut pas aller vraiment dans le bois en arrière, là, parce que c'est un peu de la boîte dégueu. Mais l'hiver, c'est comme si on avait un plus grand terrain, vu qu'on peut aller sur la rivière et tout. Fait que c'est vraiment différent. C'est sûr qu'on peut pas y aller au printemps, parce que c'est la fonte des eaux. Puis vu qu'il faut qu'on y aille, qu'on passe par la rivière. Donc, je vais devoir malheureusement te couper. C'est la fin de notre émission. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Tequila.
Donc, bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Megan qui va nous présenter ce qu'elle ferait si elle possédait de super pouvoirs. Ça promet d'être très intéressant. Donc, cher public, restez avec nous car l'émission commence à l'instant. Donc, salut Megan. Salut Malika. Ça va bien? Ouais, ça va bien et toi? Oui, toujours. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel pouvoir aurais-tu? Donc, je doterai exactement de 6 pouvoirs. Le pouvoir de la super vitesse comme le flash, le pouvoir de l'invisibilité comme Vision, la super force comme Wonder Woman, le pouvoir d'illusion comme Doctor Strange et finalement le pouvoir de respirer sous l'eau comme Aquaman. Ah, c'est très intéressant, mais je peux te savoir pourquoi tu as choisi ces pouvoirs-là? Donc en fait, ce qui m'a poussé à les choisir, c'est simplement le fait que ces habilités sont les pouvoirs et les plus puissantes et les plus populaires qu'on puisse dans les films qu'on connaît. Et dans pratiquement tous les films de super-héros, on le voit comme un de ses habilités, comme je vous ai nommé précédemment, par exemple Black Woman, Superman, Supergirl, le Flash, Spider-Man, Black Panther, Black Lightning et plus encore. Je vous donne un exemple qui m'a touchée à choisir ce sujet. Donc, j'ai vu le film il n'y a pas longtemps, Chronique. C'est un pouvoir des 3 adolescents après un accident. Ils ont commencé à manifester les pouvoirs que je vous ai nommés. Et au travers du film, on peut voir vraiment le pouvoir que ça les a donné, la puissance que ça les a donné, l'acquis qu'ils ont pu faire avec et tout, etc. Et si tu possédais de la super vitesse, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Personnellement, j'ai toujours voulu voyager, voir le monde. Donc, comme le Flash, qui a déjà pouvoir vu le globe entier grâce à sa super vitesse. Moi aussi, avec ma super vitesse, j'aurais visité Miami, Yukon ou New York, Siesta Key, Brésil, le Moyen-Orient, Tokyo, Hollywood, Los Angeles, vraiment tout le globe entier et vraiment apprendre de la culture du monde. Oui, c'est sûr que voyager, c'est intéressant. Ouais, c'est plus comme un super pouvoir personnel pour tes envies à toi. Ouais. Mais si tu avais le pouvoir d'illusion, qu'est-ce que tu ferais avec? Avec l'illusion vient avec la manipulation et la duplication. Donc, j'aurais quitté mon emploi et avec l'argent que j'aurais déjà accumulé, je l'aurais duplié jusqu'à ma mort. Grâce à ce pouvoir, je ne serais plus jamais fauchée. Je serais billionnaire, milliardaire, tu peux le nommer. Et je pourrais aider les sans-abri et les pauvres et leur donner une meilleure condition de vie. On connaît tous la citation qui dit qu'il y a plus à la vie que l'argent. Mais entre nous, nous savons bien que l'argent est pratiquement 90% partie de notre vie. Donc ça, c'est plus un pouvoir qui serait pratique. Oui, pratique. Puis si je te pose encore la même question, que ferais-tu, mais avec le pouvoir de super force cette fois? Donc, bien sûr, je n'ai pas la même mise en place que Wonder Woman, mais avec ma super force, j'entrerais dans le cadre policier, j'aiderais à arrêter les crimes. On peut faire une petite comparaison avec l'histoire de Batman et Daredevil. Je ne sais que ce n'est pas des pouvoirs qu'ils ont, mais ça reste quand même des caractères puissants. Et si j'aurais leur force à aider le mal, je le ferais, comme le petit Robin. D'accord. Et c'est sûr que tous ces pouvoirs-là, ensemble, c'est intéressant, mais si tu devais en choisir juste un, lequel choisirais-tu? J'ai nommé tout à l'heure le pouvoir... Bon, je suis désolée, je vais devoir t'arrêter, mais c'était vraiment très intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Donc, cher public, restez avec nous car la semaine prochaine, il y aura une nouvelle émission Tequila.
Salut! Salut et bienvenue à l'émission de rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous sommes régis d'accueillir Mélodie qui va nous parler de son voyage en Haïti. Salut Mélodie, Salut, comment ça va? ça va toi? Ça va bien. Alors, pour débuter, pourquoi êtes-vous allée en Haïti? Alors, je suis allée en Haïti en 2015 pour le mariage de ma tante. Alors, elle a rencontré son mari là-bas, alors c'était une parfaite occasion pour retrouver ses racines. Et combien de temps êtes-vous resté là-bas? Alors, on est resté à peu près 2 mois, vu que c'était juste après les vacances de la fin de l'année scolaire. Mes parents ont décidé de rallonger notre séjour là-bas. Et de quoi en particulier avez-vous fait là-bas? On est allé au musée, on est allé à la plage. On a aussi eu l'occasion d'accueillir un chef cuisinier qui est venu préparer la nourriture devant nous. C'était vraiment Oh, wow! Y a-t-il des énormes différences entre ici et au Canada? c'est surtout la chaleur. La chaleur, les premiers jours, j'avais vraiment chaud. J'ai fait des chutes de pression, alors c'est vraiment dangereux. Wow. Mais c'était vraiment rapide à adapter. Fait que ça s'est bien terminé. Et nous voilà à la dernière question. Retourniez-vous pour un petit moment ou un long moment à la même longueur, 1 mois et demi? Alors, la dernière fois, on a passé 2 mois. C'était super bien. J'ai manqué la maison un petit peu, mais vu que c'est mon deuxième chez moi, mes parents sont originaires d'Haïti, alors c'est une belle occasion. J'ai vraiment adoré mon séjour là-bas et j'aimerais ça peut-être passer un plus beau moment, peut-être de connaître plus le territoire un peu plus. Et vous avez parlé du mariage. Est-ce que c'était un des plus beaux mariages que vous avez vus? C'était très grand. Il y avait à peu près 150 invités. Wow! Ouais, on était une grande famille. Alors, c'était un mariage dehors. On a fait sur la plage. Après ça, on est allé pour la réception dans une salle pas trop grosse, pas trop petite. Alors, c'était vraiment cool. Étais-tu une madame d'honneur ou une simple Ouais, invitée? j'étais Wow. demoiselle d'honneur parce que je suis la deuxième nièce de ma tante. Et ta robe était de quelle couleur? Ma robe était lavande parce que c'est la couleur préférée de ma tante et de moi. Alors, ça a fait une petite connexion entre nous deux. Peux-tu me décrire un peu ta robe ou le séjour du mariage? Oui, c'était long. On est arrivé juste après le bal de finissant de ma grande sœur. Alors, juste après, à peu près environ à minuit, on a pris l'avion de Montréal jusqu'à Haïti. Ça a pris à peu près 6 heures. Je ne m'en rappelle pas trop parce que je dormais. Mais ça a pris vraiment longtemps. Alors, on est arrivé là-bas, on a pris une petite pause, on a fait des activités qui se donnaient sur la plage. Il y avait des danses, il y avait de la musique, il y avait un DJ live. DJ live. Ouais, c'était vraiment intéressant. Donc, tu as dansé et tout? Oui, j'ai dansé, j'ai vraiment profité de mon séjour là-bas. Et as-tu vraiment profité? Y a-t-il des choses que tu aurais aimé plus faire? J'aurais aimé peut-être magasiner parce que les vêtements là-bas, c'est super cool, c'est vraiment coloré, c'est vraiment... c'est pas trop chaud parce qu'ils sont habitués à la chaleur. Puis c'est épais, mais pas trop. Fait que c'était super cool. Il y avait des head wraps, c'est un tissu que tu mets par-dessus tes cheveux, puis c'est super, super beau. Est-ce que tu aurais le courage de le porter ici, au Canada? Oui, pas de problème. C'est pour profiter de ma culture. C'est vraiment une culture qui me tient à cœur. Alors, il faut le montrer, puis... Ouais. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Merci. Et vous, restez à la prochaine émission. Au revoir. Good. That was nice.
Parfait. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Kim Fortin à notre émission Tequila. Alors, il va nous expliquer sa passion pour le théâtre, plus précisément. Bonjour, Kim. Comment ça va? Ah, ça va bien, merci. Parfait. Quand as-tu commencé à faire du théâtre au juste? Donc, en réalité, j'avais commencé bien avant en élémentaire, mais j'ai vraiment commencé à rentrer dans le théâtre au secondaire. Donc, j'avais choisi un cours de théâtre régulier comme l'art obligatoire parce qu'il fallait choisir un cours d'art. On n'avait pas le choix. Mais depuis ça, c'est vraiment venu se transformer en passion. Puis, ouais, j'ai rejoint le programme spécialisé en art de mon école secondaire et ça s'appelle ça littéralement, le programme spécialisé en art, le PSA. Et ça, c'est juste vu venir approfondir mon amour pour le théâtre et les pièces. Puis j'en avais monté avec des amis, des collègues de classe, puis c'était vraiment le fun. Ah, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui t'a attiré au juste au théâtre? Donc, au début, c'était pas vraiment mon intention de faire du théâtre. J'étais plus intéressé vers l'informatique, donc le code et la programmation. Mais à la fin de mon premier cours de théâtre, mon professeur de théâtre, je me rappelle plus exactement ce qu'il avait dit, mais il avait dit quelque chose comme « Kim, je vois quelque chose en toi. S'il te plaît, rentre dans le programme de théâtre. » Puis moi, en tout cas, j'avais aucune idée de ce qu'il voyait en moi, mais je me suis dit, why not? Comme, pourquoi pas? Puis je me suis inscrit, puis c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'ai rencontré tellement de gens, puis c'était vraiment cool, c'était vraiment fun. Est-ce qu'il y avait des doutes au départ ou... Non. Non, il n'y avait pas de doute. Non, il me l'a dit, j'avais vraiment aucune raison pour refuser. Ah oui, c'est bon. Faire partie du programme de théâtre, ça inclut quoi? Donc, faire partie du programme, ça voulait dire que tu étais avec des gens qui voulaient vraiment faire du théâtre, ils voulaient vraiment créer des choses. Et parce que j'avais commencé avec la classe régulière, ceux qui ne faisaient pas partie du programme, je pouvais vraiment voir la coche qui avait monté avec les gens qui voulaient vraiment être ici pour créer des choses. Donc, on a fait plusieurs choses. On a monté des dramaturgies de pièces ensemble, comme La jalousie du barbouillé, Antigone, Les femmes savantes, Frenchtown. Donc, c'était toutes des pièces françaises. Le stéréotype d'habitude, c'est qu'on fait tout du Shakespeare, mais on ne faisait pas du Shakespeare. Ça, on les faisait dans nos cours d'anglais. Donc, on a aussi appris à propos des écrivains de théâtre français comme Molière, Jean Tardieu, Sophocle même. Et nous montions des spectacles aussi qu'on présentait devant des écoles nourricières ou aux autres élèves de notre école au secondaire. Ah, c'est super. Comment est-ce que la COVID a affecté ton parcours? Donc, COVID est venu lorsque j'étais en 10e année, donc ça faisait déjà presque 2 ans que je faisais partie du programme, puis ça a vraiment changé les choses. Donc, on ne se voyait plus en classe, on ne pouvait plus faire de sorties, tout était en virtuel, mais mon professeur, lui, il était déterminé. Puis nous aussi, on était déterminés par sa détermination, puis on a monté une production complètement en distance. Mais complètement, parce qu'à la fin, on s'est rencontrés pour l'enregistrer. Mais on a monté un radiothéâtre, donc c'est comme un podcast, mais plus court puis meilleur. Et ça valait la peine de l'écouter. Puis c'était vraiment un exercice pour nous aussi dans le programme parce qu'il fallait vraiment exagérer nos voix puis les pratiquer encore plus parce que c'est tout ce qui restait une fois que tu enlevais le visuel. Et ouais, on pratiquait... Alors malheureusement, Kim, c'est la fin de notre émission. Mais, mesdames et messieurs, restez avec nous. Aux prochaines émissions, on a Vanessa qui va nous parler de sa passion pour la danse. Alors, revenez juste après la pause. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Donc, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui à l'émission Rencontre Tequila. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vanessa qui va nous parler à propos de la danse. Donc, bonjour Vanessa. Bonjour, Comment ça va? ça va bien toi? Bien, ça va bien aussi. Donc, c'est quoi la danse pour toi? La danse, ça a été une grosse partie de ma vie. J'ai dansé de 5 ans à peu près 18 ans. Ouais, j'ai commencé très jeune, puis je dansais 3 fois par semaine. J'étais au studio de danse. C'était un moyen pour moi de dépenser mon énergie. Quand tu es jeune, tu as bien de l'énergie, fait que j'allais là-bas, puis je me défoulais. En même temps, je pouvais me faire des nouveaux amis qui avaient la même passion. Puis j'ai toujours été très sportive. J'ai fait tous les sports, puis j'ai toujours aimé la musique. Fait que les deux combinés ensemble, c'était comme le match parfait pour moi. Puis ben c'est ça, en fait, j'ai juste jamais arrêté de danser après. Donc, c'est quoi qui t'a poussé à danser? Dans le fond, mes parents ils avaient un couple d'amis, puis ces amis-là, il y avait une fille de mon âge, puis elle a dansé. Un jour, ses parents ils ont dit « Ah, vous devriez venir, parce que j'ai ma soeur, vous devriez venir voir Joël danser. » Fait qu'on est allé, finalement, ben on a essayé dans son groupe. Finalement, on a vraiment aimé ça. Donc, on s'est inscrit, puis à partir de ce jour-là, on a vraiment commencé à danser à chaque année, puis c'est ça. Cool. Y a-t-il des styles de danse que tu préfères particulièrement? Moi, j'ai toujours aimé mieux le hip-hop. J'ai dansé le jazz aussi. J'ai pas mal tout essayé. Le jazz, j'ai vraiment aimé aussi. C'est différent, c'est vraiment faut que tu sois flexible. Mais mon préféré, ça va rester le hip-hop parce que c'est plus agressif. La musique est moins délicate que du ballet. Donc, c'est vraiment... c'est ça, c'est plus agressif. Pour moi, on dirait que je dépensais plus d'énergie en faisant ça. Puis c'est vraiment ce style-là que j'ai préféré. Donc, parmi tes préférés, là, y a-t-il un style que tu préfères moins que les autres? J'en ai jamais fait, ce style-là, mais juste le regarder, je trouve pas ça très captivant. Le breakdance, c'est rien contre les gens qui font du breakdance, mais moi, je trouve ça ennuyeux à regarder parce que souvent, ils vont danser genre un à la fois, pas en groupe, puis je sais pas, c'est juste pas quelque chose que j'aime particulièrement. En tout cas, c'est définitivement une opinion. Donc, est-ce que tu as déjà fait des compétitions de danse? Oui, j'ai fait des compétitions hip-hop. J'ai fait une compétition très populaire que pas mal tout le monde connaît, Hit the Floor. On s'est classé 2e. J'ai aussi été en compétition à Mont-Tremblant. Ouais, c'est ça. On a fait beaucoup de compétitions. Une des compétitions, c'était à Hull, au musée. Puis on a gagné le overall. Donc, on a gagné le plus gros pointage de toute la compétition dans notre catégorie de tous les soirs de compétition. Donc, on avait vraiment fait une belle soirée. Puis, c'est ça. Donc, est-ce que tu as déjà gagné une des compétitions? C'était quoi, genre, le pointage? Je me rappelle plus du pointage exactement, mais oui, on avait vraiment tout gagné. Chaque compétition, on s'était classé, donc on reçoit des bandes, des classements, c'est des rubans avec le nom de la compétition puis le Donc, numéro du malheureusement, c'est classement. tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour vous avoir partagé le savoir sur la danse. Donc, nous vous reverrons après la pause pour une autre émission de Tequila.
Bonjour et bienvenue à notre émission de Rencontre Tequila. Aujourd'hui, j'ai comme invité Donald qui va nous parler de son parcours afin d'arriver à la Cité collégiale en production télé. Bonjour Donald. Bonjour Vanessa. Donc, moi, je voudrais savoir, c'est quoi ton pays d'origine? Moi, mon pays d'origine, c'est le Burundi. Exactement, le Burundi est situé en l'est de l'Afrique. Oui, juste à côté du Tanzanie, du Congo, du Rwanda, dans toute cette Afrique. Mais c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né. Mais après, je suis parti au Rwanda pour continuer mes études secondaires. Ouais, j'ai fait le high school là-bas. Et après le secondaire, j'ai essayé de chercher si je peux sortir en Europe ou bien en Asie ou bien en Amérique pour continuer mes études de l'université. Ouais. Parfait. Est-ce que c'est dans ton pays que vous avez trouvé la Cité collégiale? Non, c'était pas là exactement. J'ai commencé à faire, en faisant mes recherches sur où continuer mes études universitaires, c'est là où j'ai trouvé le Seattle. Je voulais continuer à faire mes études à Seattle, aux États-Unis, faire le business management. Avant, c'était ça ce que je voulais faire. Après le secondaire, je voulais faire le business management. Et puis, je me suis renseigné. J'ai eu le visa, j'ai eu l'université aussi. Mais après, à cause de l'insécurité, ils m'ont dit que je ne peux plus revenir. Donc, je peux plus revenir à la maison. Après, quand je suis parti aux États-Unis, donc c'est là où je me suis dit, faut partir au Canada. Il faut partir au Canada parce qu'au Canada, j'avais la famille, il y avait la tante, il y avait mes cousins, il y avait des amis. C'est pas la même chose aux États-Unis, donc je suis venu au Canada. Et quand et pourquoi as-tu décidé de continuer tes études? Oui, arrivé au Canada, donc j'ai commencé d'abord à faire des jobs ici, là-bas, commencer à me sociabiliser avec les Canadiens, comment voir c'est comment la vie ici d'abord. Ouais. Et c'est après ça que je me suis dit, là, il faut que je retourne à l'école, il faut avoir un diplôme pour vivre ici dans ce pays. Donc c'est là où je me suis dit, il faut commencer à chercher quelque chose, qu'est-ce que tu aimes. Et avant, j'avais décidé le business management, mais après, je me suis dit, j'aime le montage, j'aime les caméras. Pourquoi pas ne pas essayer ça? Pourquoi pas? Parce qu'il y avait la chance pour faire ça. Et c'est là où j'ai découvert sur des vidéos YouTube. J'ai vu Monsieur Alexandre qui me présentait sur la Cité, à la production télé. Et je me suis dit, ouais, ça semble être cool. Bon, vu de la manière où Alexandre était en train de parler, je me suis dit, ouais, ça serait cool, il faut que j'essaye ça. Ouais. J'ai tenté ma chance sur la production télé. OK. Et pourquoi la Cité? Pourquoi la Cité? En gros, c'était à cause, comme je viens de dire, c'était comme à cause de M. Alexandre. Ouais. Et il n'y avait pas beaucoup de choix à faire sur la Cité ou bien les autres écoles. C'est là où j'ai vu, c'est là où j'ai commencé parce que j'étais à Ottawa. J'habitais à Ottawa, je me suis dit c'est où la plus proche et c'est où je peux continuer à faire, la pro télé. Donc la seule chance qu'il y avait c'était la Cité et je me suis dit il faut tenter à faire la Cité en pro télévision. Bon, mais parfait. Donald, merci. C'est tout le temps que nous avions. Merci. Restez à l'affût pour la prochaine émission et merci d'avoir passé la soirée avec nous. Merci à vous aussi.
Bonjour et bienvenue à notre émission de rencontre Tequila. Nous sommes aujourd'hui fiers d'avoir à notre place Kim Fortin qui va nous parler de son commencement en théâtre. Bonjour Kim. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. Quand as-tu commencé à faire du théâtre? Donc, en réalité, j'avais commencé bien avant en élémentaire, mais j'avais vraiment commencé à faire du théâtre au secondaire, où j'avais choisi un cours de théâtre régulier comme l'art obligatoire. Et depuis ça s'est vraiment transformé en passion. Donc, de là, j'ai rejoint le programme spécialisé en art, le PSA, et c'est juste venir approfondir mon amour pour le théâtre et les pièces. Quelque chose qui me disait rien avant de l'avoir essayé. Puis après avoir monté des spectacles, c'est vraiment venu faire partie de mon identité aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement au théâtre? Donc au début, c'était pas vraiment mon intention. Je me penchais plus vers le code puis la programmation. Mais à la fin de mon premier cours de théâtre, le professeur est venu me voir puis il m'a dit « Kim, je vois quelque chose en toi. Inscris-toi au PSA, s'il vous plaît. Puis je veux que tu travailles avec nous. » Fait que moi, j'ai dit « Why not? Tu sais, pourquoi pas? » Puis j'ai choisi de m'inscrire, puis c'était une des meilleures décisions de ma vie. J'ai découvert, comme j'ai dit, une passion et j'ai aussi rencontré plein de gens intéressants. Et faire partie du programme de théâtre, ça veut dire quoi et que faisiez-vous? Donc, faire partie du programme, ça voulait dire que tu étais vraiment avec des gens qui voulaient créer, des gens qui voulaient faire des pièces, faire du théâtre, comme du vrai théâtre. Et c'était vraiment intéressant. Donc, je faisais partie du groupe régulier avant et je voyais vraiment la coche qui montait. Parce que les gens qui étaient dans le programme, ils voulaient vraiment faire partie du programme. Donc, on a monté des dramaturgies comme La jalousie du barbouillé, Antigone, Les femmes savantes, Frenchtown. Donc, c'est toutes des pièces françaises. D'habitude, les gens pensent qu'en théâtre, on fait juste du Shakespeare puis juste des pièces anglaises. Mais dans notre école, c'est pas ça qu'on faisait. On faisait des pièces françaises et le Shakespeare, on apprenait tout ça dans nos cours d'anglais. Et on présentait ça à des écoles nourricières et des fois on faisait des productions in-house, fait qu'on présentait ça aux autres élèves du secondaire. Et comment est-ce que la COVID-19 a affecté ton parcours? Donc la COVID-19 est venue quand j'étais en 10e année, donc ça faisait presque 2 ans que je faisais partie du programme, puis ça a vraiment changé les choses. On se voyait plus en classe, on faisait plus de sorties, puis tout était en virtuel. Mais mon professeur, lui, il était déterminé. Puis nous autres, on était déterminés aussi parce que lui était déterminé. Puis on avait tout monté un show au complet en virtuel, sauf à la fin où on s'est regroupés pour l'enregistrer. C'était un radiothéâtre. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est comme un podcast, mais plus intéressant. Et c'était vraiment un exercice pour nous parce qu'il fallait exagérer nos voix. Parce qu'une fois que tu enlèves le visuel, tout ce qui reste, c'était le son. Donc, on pratiquait nos lignes en virtuel et à la fin du cours en juin, on s'était tout arrangé pour se voir à l'école, pour enregistrer notre travail. Puis c'était vraiment quelque chose. Notre professeur il a été embauché, un vrai ingénieur de son qui était venu enregistrer avec nous autres. Il y avait du vrai équipement professionnel. Puis il avait embauché quelqu'un pour nous faire une trame sonore. Donc à la fin, c'était vraiment quelque chose de magique de s'entendre puis d'entendre qu'est-ce qu'on avait fait avec tout le travail qu'on avait mis dedans pour un mois. Et à quel genre de production as-tu participé? Donc, j'ai participé à plusieurs genres de productions. On a fait encore des spectacles à des écoles nourricières, des spectacles à nos propres écoles. On a fait des spectacles devant nos parents, des spectacles... on a fait des spectacles dehors aussi. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ta présentation, Kim. Merci de t'être joint avec nous. Et vous, restez en attente pour la prochaine émission.
Bonjour à tous et bienvenue à votre émission préférée, Tequila. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Vanessa qui va nous parler de la danse et de son expérience dans ce domaine. Bonjour Vanessa, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Fait que tu fais de la danse, c'est quoi exactement la danse pour toi? La danse, elle a été une grosse partie de ma vie. J'ai dansé de 5 ans à peu près 17 ans, 18 ans. À chaque semaine, là, trois soirs semaine, là, j'étais au studio puis j'allais danser. C'était une manière pour moi de dépenser mon énergie. Puis j'étais beaucoup sportive quand j'étais jeune, puis j'adorais la musique. Fait que les deux combinés ensemble, ben, c'était comme le match parfait. Fait que c'est ça. Puis aussi, je créais des nouveaux liens. Je me faisais des nouvelles amies avec les mêmes passions que moi. Fait Toujours le fun, ça. Ouais. Puis c'est quoi exactement qui t'a poussé à danser? C'est mes parents, il y avait un couple d'amis avec une fille de mon âge, puis elle dansait déjà. Puis on se faisait toujours des petites chorégraphies quand elle venait chez nous, puis on aimait bien ça. Et ben, ses parents, ils ont dit « Ah, vous devriez venir essayer » parce que c'était moi puis ma soeur. Fait qu'on a été à son cours de danse, puis on est rentré dans son cours, on aimait ça, fait qu'on s'est inscrit, puis après ça, on n'a jamais arrêté. Fait que c'est comme ça que ça allait partir. All right, perfect. Puis c'est quoi, tu dirais, le style de danse que tu as préféré? Moi, c'est le hip-hop. OK. J'aime que c'est agressif. C'est beaucoup de mouvements brusques avec des expressions faciales un peu méchantes. Aussi, la musique, l'énergie, tout le combo ensemble, je trouve que c'est le style de danse qui me faisait dépenser plus d'énergie. OK. Donc, OK. c'est ça. Puis, on va rester dans les styles de danse. Y a-tu un style que tu préfères un peu moins que les autres? Moi, personnellement, c'est le breakdance. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Quand je regarde ça, je suis pas comme « Oh cool, j'ai le goût d'en faire ». Je trouve que c'est plus comme ils sont un par un, ils rentrent tout seuls dans le milieu souvent. Puis je sais pas, c'est pas trop mon style, mais Oh, on peut pas tout aimer. c'est ça. Puis, t'as-tu déjà fait des compétitions de danse ou... Oui. Encore une fois, j'étais en compétition en hip-hop. J'ai fait plusieurs compétitions, dont une qui est populaire quand même à Hit the Floor. OK. On avait gagné 2e place à celle-là. On a fait une compétition aussi à Hull, au Musée de l'Histoire, je crois. Puis celle-là, on avait vraiment remporté le plus gros pointage de la compétition de toutes les journées de notre niveau en hip-hop. Donc, on a fini avec 3 trophées et 2 médailles, juste en une compétition. Quand même pas pire. Donc, c'est beaucoup. Puis à Mont-Tremblant aussi, on s'est pris contre différentes régions. Puis on s'est pas classé. On a fini 4e sur genre 8e, malheureusement. Ce qui est quand même... Mais ouais, c'est ça, parce que c'est une compétition forte. OK. Donc, c'est... Puis là, si je comprends bien, tu ne t'en fais plus de danse. Non, j'ai arrêté vraiment à l'âge de 17-18 ans, vraiment, parce que j'ai passé à autre chose. OK. Mais j'aime encore ça, puis j'aimerais ça continuer. J'aurais aimé ça continuer, mais il y a des choses qui ont fait en sorte qu'il a fallu que j'arrête. Je comprends ça. Puis, tu t'ennuies-tu? Oui, je m'ennuie beaucoup. Des fois, je suis comme merde, j'ai le goût encore d'y retourner. All right. Écoute, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pendant cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et on se revoit bientôt, je l'espère, pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. On se revoit bientôt.
Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, on a l'immense privilège d'accueillir sur notre plateau Philippe Newman, qui va nous raconter son histoire avec le skateboarding. Bonjour Phil. Salut, ça va bien? Ça va. Comment as-tu commencé le skateboarding? Comment j'ai commencé le skate? Écoute, ça fait quand même déjà un bon bout de temps. Je dirais que ça fait environ 3 ans et demi, 4 ans environ dans ces eaux-là. Là. Très jeune. Oui, j'étais très jeune. J'avais environ 15-16 ans. Mais en même temps, je veux dire, il y a encore il y a des gens qui commencent encore plus jeunes, fait que, qui ont le double de mon niveau à plus jeune âge. Là. Mais bref, comment j'ai commencé? En gros, c'est un bon matin. Mon ami est arrivé du Toys R Us avec sa mère. Il est arrivé chez nous avec une bonne vieille planche de skate dans les mains. Puis il m'a demandé si ça me tentait. J'ai évidemment dit oui. Fait que toute la journée, du matin jusqu'à temps qu'il fasse noir, on était dehors en train d'essayer du moins à faire de la skate. On partait de rien, fait que c'était tutoriel après tutoriel après tutoriel. Puis c'est ça, j'ai tellement aimé ça que le lendemain... T'es jamais cassé un membre? Non, je me suis jamais rien cassé. Avec ton ami ou bien? Non, je me suis jamais rien cassé. C'est sûr que, comme je dis, on partait de rien. Fait qu'on on tombait tout le temps, c'est sûr. Puis même récemment, tu sais, ça arrive tout le temps. On tombe plus qu'on réussit des trucs, là. Mais écoute, pour la petite anecdote, j'ai déjà tombé pendant que je faisais de la skate. Je me suis fait mal au poignet. Je suis allé à l'hôpital parce que j'avais vraiment très mal. Puis finalement, ça a pris beaucoup trop de temps à l'hôpital. Je suis parti après 5 heures d'attente. Je me suis mis un attel pendant 2 semaines. Ça n'a rien changé à ton amour avec le skate? Ben non, ça c'est sûr que non. Non. Et quel a été ton premier truc réussi? Mon premier truc que j'ai réussi, écoute, de ce que je me souviens, tu sais, comme je dis, ça fait assez longtemps, puis on est parti de rien, là, mais de ce que je me souviens, je suis pas mal sûr que c'était un pop chevette. En gros, vite fait, c'est un 180 de la planche sur son axe horizontal. Fait que c'est avec ton pied en arrière, tu fais un petit scoop comme ça, puis tu le rattrapes avec ton pied en avant. Et écoute, c'est un des premiers trucs de base. C'est là où tu t'es cassé le bras? Non, c'est pas avec lui, je me suis cassé le bras. Mais ça, c'est venu par après, à fur et à mesure que tu apprends des trucs plus durs. Yeah, bien sûr. Tu as plus de chances de tomber, c'est sûr et certain. Et penses-tu faire carrière en tant que skateboarding pro? En tant que pro skateboarder, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai l'audace de dire que peut-être qu'un jour, je vais être pro skater. Mais c'est sûr que j'aimerais ça travailler du moins dans ce domaine-là. C'est un domaine que j'apprécie depuis vraiment tout petit. Fait que c'est sûr que peut-être pas en tant que skater, mais si je pouvais travailler dans ce domaine-là, je détesterais pas ça. Et aujourd'hui, tu es meilleur que tu l'as jamais été? Écoute, j'ai fait beaucoup de progrès. Mais est-ce que je suis le meilleur que j'ai jamais été? Je dirais probablement oui. À force d'en faire, tu deviens meilleur. Puis j'ai eu des trucs que j'ai jamais laine. J'ai laine des trucs que j'ai tombé. Mais oui, je dirais que... Merci Phil. Merci, écoute, ça fait plaisir. Juste le temps qu'on avait. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre aujourd'hui. Merci à toi Phil. Et on se rencontre juste après la pause avec Mehdi qui va nous raconter son histoire avec ses vacances en France. Merci. Je crois que ça a passé. Ça, c'est la dernière, quoi. Ça serait bien.
bonjour à vous, chez vous, et bienvenue à notre émission Tequila. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nicolas, qui va nous raconter son expérience qu'il a avec le ski. Salut Nicolas, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien, merci. Écoute, première question. Ça fait combien de temps que tu fais du ski? J'ai commencé à l'âge de 2 ans. Donc, si je fais bien mes calculs, ça fait environ 16 ans que je fais du ski présentement. J'ai eu la chance d'avoir un mont de ski qui est à 10 minutes de chez moi, donc à Cannes-Clé, et des parents qui m'ont inscrit très jeune dans des clubs, surtout à Mont-Cascade. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir eu des très bons entraîneurs tout au long de ma carrière de ski. Ouais, c'est ça. All right. C'était quoi ton parcours un peu avec le ski alpin? As-tu pratiqué plusieurs disciplines? Parce qu'il y en a quand même pas mal dans le ski, là. Ouais, dans le fond, je dirais de mes 7 à 16 ans, j'ai pratiqué la compétition de la course pour justement le club de Mont-Cascade. J'ai vraiment tout aimé ça quand j'étais plus jeune, le compétitif, faire des courses contre d'autres monts de ski, dont les différents clubs. Après ça, je dirais que j'ai un peu décroché de cet esprit-là compétitif, puis je me suis en allé plus vers une discipline plus freestyle, donc dans les snowparks, sur les jumps, sur les rails, parce que j'aimais vraiment ça, tout le côté de comme juste rider avec mes amis les soirs de fin de semaine ou de semaine. Et je dirais qu'environ 2 ans, j'ai découvert le magnifique milieu du On Mountain. Et puis, j'ai vraiment accroché direct le fait de rider dans les sous-bois ou dans le hors-piste sur des poudreuses où les skieurs normaux n'iraient pas normalement. Ça procure une très belle sensation. Écoute, le but, c'est ça, d'avoir du fun. Fait que, de ce que je comprends, ça fait quand même quelques années là, déjà que tu fais du ski. Fait que pendant ces nombreuses saisons-là, tu en as vécu pas mal. Est-ce que tu as déjà été blessé? Que ce soit mineur, majeur, as-tu déjà eu des blessures? Oui, malheureusement, il y a 2 ans, aujourd'hui, je me suis fracturé la clavicule droite. C'était au mont Saint-Sauveur, comme tu dois sûrement le connaître. Oui, bien sûr. Et puis, on avait loué un chalet avec quelques des amis. Puis, dans ce temps-là, je faisais beaucoup de snowpark. Et puis, sur une rail, j'ai mal tombé, malheureusement. Puis, j'ai dû faire 2 heures de route jusqu'à Gatineau en souffrance pour me faire dire finalement, le lendemain matin seulement, que j'avais une fracture. Donc, ouais, c'est ça. C'est un peu tard pour apprendre ça, là. Fait que tes équipements? Mes équipements, c'est bien simple dans le fond, là, juste les skis, les pôles, puis sinon un casque pour la protection, c'est toujours important, moi je pense. C'est sûr, une tête c'est important, on veut la garder. C'est sûr. Fait que ta destination de rêve pour terminer? Je pense que ma destination de rêve, ça serait les Alpes pour moi. Sinon, j'en ai plein d'autres, c'est sûr. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se revoit très bientôt pour un prochain épisode de Tequila. Merci beaucoup. On se revoit.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre fameuse émission Tequila. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi Randy qui nous parlera de comment il compte devenir un entraîneur de football professionnel. Bonjour Randy. Bonjour Nicolas. Alors explique-nous, d'où vient l'envie de devenir un entraîneur de football professionnel? Eh bien, tout simplement, depuis tout petit, je rêve de devenir entraîneur. D'où je viens, moi, on est football, on mange football, on vit football, on grandit football. Donc, tout ce qui nous entoure nous rappelle le football. Pour preuve, lorsqu'on est enfant, l'un des premiers cadeaux que nous recevons, c'est un ballon de football. Donc, déjà, toujours, j'ai eu cette passion-là du jeu. Et de fil en aiguille, j'ai développé aussi certaines attitudes, des aptitudes, justement, à analyser le jeu, des aptitudes techniques par rapport à ce sport. Et c'est ce qui m'a réellement poussé à m'intéresser à ça et puis à vouloir faire carrière dans ça. OK. Et explique-moi, en quoi consiste le rôle d'un entraîneur? Le rôle d'un entraîneur, c'est amener une équipe de joueurs à atteindre les objectifs fixés par le comité administratif du club. Donc, le comité, au début de chaque saison, le comité établit des objectifs fixés et c'est justement à l'entraîneur qu'incombe la tâche de les atteindre. Et as-tu déjà pris en charge une équipe ou as-tu actuellement en charge une équipe? Oui. Actuellement, je suis en charge de l'équipe U14 de FC Gatineau. Une équipe de jeunes assez performants aussi, je dois dire, qui apprennent ce métier, ce sport. Et c'est quelque chose de très captivant au quotidien de pouvoir évoluer avec des jeunes pleins d'énergie et pleins de passion. Cool. Et pourrais-tu nous parler un peu de tes modèles dans le monde de l'entraînement de football? Oui, mes modèles, il y a plusieurs modèles qui me viennent en tête. Comme je peux te citer, il y a des grands entraîneurs du côté de l'Europe, comme je peux dire Diego Simeone de l'Atlético de Madrid, je peux dire Zinedine Zidane qui a entraîné le Real Madrid, je peux te dire José Mourinho qui est passé par des grands clubs comme Chelsea, Real Madrid, FC Porto aussi. Donc c'est vraiment ces figures-là qui m'inspirent dans tout ce que je fais parce que c'est des gens qui ont réussi dans ce domaine-là, dans cette carrière-là. Et par leur intelligence technique, tactique, ils arrivent à faire des prouesses sur le terrain. Et c'est ce qui fait en sorte que leur palmarès est aussi garni de trophées. Voilà pourquoi je les prends comme modèle. Et aurais-tu un dernier mot pour ceux qui nous suivent à la maison et qui voudraient devenir un entraîneur? Oui, mon dernier mot serait, vous savez, le métier d'entraîneur est un métier très captivant. C'est vrai, beaucoup de jeunes veulent faire footballeur simplement, mais être aussi de l'autre côté, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a un œil critique sur tout ce qui se passe. Malheureusement, tout le temps qu'on a aujourd'hui, Randy. Merci d'être avec nous pour nous raconter ton histoire. Merci, Nicolas. Et restez des nôtres parce que nous allons recevoir Mamoun Benomar qui va nous parler de comment il a perdu 35 kilos en 1 an.
Bonjour, bienvenue à notre émission Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer sur notre plateau Monsieur Mohamed Mamoun qui nous racontera comment il a perdu 35 kilos en un an. Bonjour Mamoun. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Mamoun, pouvez-vous nous dire quel a été le déclic pour le début de votre perte de poids? Alors, il n'y a pas vraiment eu de déclic, comme on entend souvent parler dans les émissions ou dans les témoignages de perte de poids. En fait, moi, l'obésité, c'est quelque chose qui me touche depuis que je suis enfant. Donc, ça a été un peu dur au début pour perdre du poids, fait que, tu sais, quand tu essaies de mettre au régime un enfant, c'est à 90% impossible. Donc, j'ai dû attendre vers l'âge de 13-14 ans. Là où j'ai un peu essayé de trouver des solutions avec ma mère, mes frères et toute ma famille. C'est un sujet qui revenait souvent à la table, vu qu'on est tous un peu gros dans la famille. Du coup, on essayait un peu de trouver des solutions à droite à gauche. Et ma mère qui essayait un peu de se renseigner sur Internet et tout. C'est un peu comme ça qu'on a eu l'idée de commencer, quoi. Ok. Et est-ce que vous pensez que c'est grâce à vos proches que vous avez pu commencer? Oui. Oui, très fortement, vu que, comme je l'ai dit auparavant, ma mère, mes frères, voilà, c'est quelque chose dont on parlait souvent dans la famille. Voilà, eux, ils m'encourageaient de leur côté. Moi, de mon côté aussi, j'avais la motivation, donc je dirais oui et non. Parce que moi aussi, c'était un peu quelque chose dont je voulais, quelque chose que je voulais commencer, quoi, au début. Ce qui fait que moi aussi, je leur disais, voilà, j'appelais un peu à l'aide. Je leur disais, voilà, de m'aider, tout ça, de me trouver des nutritionnistes, des coachs. Ce qui fait que ma mère, bien sûr, sur le plan financièrement, etc., mes parents, bien sûr, qui m'ont aidé. Après, ouais, voilà, je dirais que c'est un peu des deux, quoi. Ok. Et selon vous, quel est le plus gros point négatif à être en surpoids? Alors, le plus gros point négatif en surpoids, c'est évidemment sur le plan physique. Évidemment, quand tu es petit à l'école, au niveau du sport et tout, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà, bien sûr, au niveau de la course, voilà, et toutes les trucs physiques qu'on te demande à l'école, etc., au niveau du sport. Même des fois, tu marches, tu es essoufflé pour rien. C'est un peu drôle, mais voilà, quoi. Des petits trucs un peu comme ça, voilà, qui font que, voilà, au bout d'un moment, tu décides de prendre une solution et tu te bats pour ça, quoi. Ok. Et comment avez-vous procédé pour bien débuter votre perte de poids? Alors au début, bien sûr, j'ai vu ça avec ma mère. On est allé voir un nutritionniste, du coup. Pour le premier nutritionniste, il me semble que c'était un médecin. On avait commencé un régime assez classique avec protéines, pain, verre de lait, quelque chose de très classique. Au niveau du déjeuner, c'était protéines, légumes. Féculents, c'était... parfois, il n'y avait même pas de féculents, quoi. Et pour le dîner, ça a été du protéines, légumes, quelque chose de très classique. Parfois, je pouvais commencer entre les repas, bah voilà, quoi. Enfin, j'avais le droit de manger quelque chose entre les repas. C'était très léger, genre des cacahuètes, des yaourts. Ok. Merci beaucoup Mamoun d'avoir été avec nous aujourd'hui afin de nous partager cette expérience. Tout de suite après, nous parlerons d'automobile avec Gabrielle Anne Boucher. Restez avec nous et on se retrouve après la pause.